On dit souvent que certaines villes disparaissent non pas parce qu'elles sont détruites, mais parce qu'elles s'effacent lentement de la mémoire des hommes. Daggerland, petite bourgade perdue de l'Ohio, en est l'exemple parfait. À une soixantaine de miles à l'est de Cleveland, on peut y passer sans même remarquer son existence. Les cartes modernes l'ont presque oublié, et peut-être est-ce mieux ainsi. Car les rares archives qu'on déterre laissent deviner une histoire marquée par les drames, les incendies, les faillites, et ce voile de rumeurs qui finit par recouvrir tout le reste. C'est dans ce décor effacé que commence notre histoire. Une histoire de disparition, une histoire de silence, une histoire où l'eau du lac semble respirer et parfois même choisir. Le 5 avril, Samantha Granger disparut. 8 ans, des cheveux châtains souvent attachés en queue de cheval, une passion pour les puzzles et les cailloux polis que les vagues déposaient sur la grève. Une petite fille discrète, mais vive, dont les chaussures violettes claquaient sur le trottoir comme si elle voulait rattraper le temps volé par l'hiver. Ce matin-là, sa mère s'était retournée quelques secondes pour attraper son café. Quand elle reposa la tasse, l'enfant n'était plus là. Le manteau mal fermé, la fermeture éclair bloquée à mi-course, Samantha s'était déjà élancée dans la rue, happée par la promesse du soleil et du sable humide. Les empreintes retrouvées s'arrêtaient net, à quelques pas du bord de la falaise. Juste là, la brise s'accrochait à une écharpe violette, prisonnière d'un buisson d'épines. Mais aucun corps, aucun signe de lutte, aucun appel à l'aide. Rien. Comme si le lac, d'un geste patient, l'avait accueillie dans son silence. Et c'est précisément ce qui la rend différente des autres disparitions. Car les autres, elles, avaient laissé des traces. Vêtements déchirés, vitres brisées, objets dispersés. Mais Samantha, rien. Seulement le vide. Dans une petite maison de bois à l'écart du rivage, Laura referma lentement la porte de la salle de bain. Sa robe de chambre pendait sur ses épaules comme un fardeau et ses yeux fixaient le sol. Elle secoua la tête, muette. George, son mari, voulut la réconforter, mais elle résista. Alors, il l'attira contre lui. Une main sur sa nuque, l'autre sur ses reins. « C'est bon », souffla-t-il. Mais aucun mot ne pouvait remplir le silence qui les rongeait depuis des mois. À 37 ans, Laura avait entendu trop de fois les phrases creuses des médecins. « Vous êtes encore jeune, ça viendra. » Sauf que rien ne venait. Seulement l'attente et la douleur invisible. « Je vais bien », dit-elle en s'écartant brusquement. Il voulut répondre, mais elle dévala déjà les escaliers, fuyant ma conversation. Un grésillement interrompit ses pensées. La radio posée sur la commode cracheta, puis une voix s'imposa. Calme mais tendue. « Sheriff Lost, vous m'entendez ?» George décrocha aussitôt. « Oui, j'écoute. On a une situation au bord du lac. Une petite fille, Samantha Granger. Sa mère dit qu'elle a disparu ce matin. » Le shérif serra la mâchoire. « Depuis combien de temps ?»« Depuis 2 heures environ. Sa mère dit qu'elle s'est retournée pour prendre son café et... » La gamine s'est volatilisée. Elle aimait beaucoup la plage. D'un geste sec, George boutonna sa chemise, attrapa son ceinturon. « J'arrive dans 10 minutes. » Le soleil brillait étrangement ce jour-là. Trop calme pour un mois d'avril en Ohio. L'air sentait l'herbe humide et les drapeaux pendaient immobiles. Pourtant, en approchant du rivage, George sentit quelque chose basculer. Mendes, sa collègue, l'en attendait sur le chemin de terre. « Les empreintes sont là », dit-elle simplement. George s'accroupit. Les petits pas de Samantha s'enfonçaient dans le sable, nets, précis, jusqu'à disparaître à moins de 2 mètres de l'eau. Pas de retour en arrière, pas de glissade. Rien. Comme si le lac, d'un geste patient, l'avait accueilli dans son silence. Et c'est précisément ce qui la rend différente des autres disparitions. Car les autres, elles, avaient laissé des traces. Vêtements déchirés, vitres brisées, objets dispersés. Mais Samantha, rien. Seulement le vide. Un souffle souleva l'écharpe violette, accrochée dans les ronces. Le shérif la regarda longtemps, trop longtemps. « Drone, chien ?»
On mobilise tout, ordonna-t-il. Mendes hésita. Tu crois qu'elle s'est noyée? George se redressa, le regard perdu sur le lac d'apparence immobile. Je ne crois rien, murmura-t-il. Mais au fond de lui, il savait que quelque chose n'allait pas. Vous voulez savoir ce qui a réellement arrivé à Samantha et ce qui attend la ville de Daggerland? Alors abonnez-vous dès maintenant à Nuit d'horreur, car ce n'est que le début. 2 jours plus tard, le crépuscule enveloppait Daggerland d'une lueur vacillante. À Holloway Park, les habitants se rassemblaient sans qu'aucune convocation n'ait été lancée. Pas de discours officiels, pas de banderoles. Seulement un accord tacite. Il fallait se retrouver, partager le silence et tenir une bougie entre ses mains comme si cette flamme fragile pouvait repousser l'obscurité. Une trentaine de personnes formaient de petits cercles épars autour du kiosque en bois. Au premier plan, scotchée maladroitement à un poteau, la photo scolaire de Samantha. Elle tremblait dans la brise, retenue par un ruban adhésif fatigué. En dessous, un bocal de violettes et 2 peluches à l'air triste. Rien de spectaculaire, juste la simplicité d'un deuil partagé. Sa mère se tenait seule, figée devant le cliché de sa fille. Elle n'avait ni larmes, ni mots. Seulement ce regard fixe, comme si, à force de contempler la photo, celle-ci finirait par bouger, par lui rendre un signe. Le shérif George Lost était là aussi, à l'écart. La flamme de sa bougie vacillait entre ses doigts. Le silence pesait. Pas de chant, pas de prière. Juste quelques murmures qui s'éteignaient vite, étouffés par l'air humide. Une chandelle s'éteignit, puis une autre. Le vent semblait se lever. Et soudain, la voix métallique du poste radio brisa l'immobilité. Code 847, suspect très suspicieux. George tourna la tête, perplexe. Un code 847? Il n'en existait pas. Le shérif poussa la porte grinçante de son bureau. Et là, assis bien droit derrière le micro, il trouva le coupable. Owen Weyers, 9 ans à peine, les pieds balançant dans le vide. À ses côtés, Kytion, un grand berger allemand noir, allongé comme une ombre vivante. « Tu sais qu'il n'y a pas de code 847, pas vrai ?» dit George, amusé malgré lui. Le garçon tourna un sourire malicieux. « Eh bien, vous devriez en inventer un. Ça a l'air dangereux. » George s'approcha, posa sa tasse de café encore fumante sur le bureau. « Tu t'es encore introduit ici, petit malin ?» Owen a haussé les épaules. La porte était ouverte, et puis Kytion n'aime pas quand je vais trop loin sans lui. Le chien leva une oreille comme pour confirmer. Le shérif observa le garçon un instant. Malgré son air d'enfant, Owen avait une acuité étrange. Ses yeux semblaient voir au-delà des gestes, au-delà des silences. « Tu trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre en ville ces derniers jours ?» demanda-t-il. « Oui ?» répondit l'enfant sans hésiter. « Tout le monde se regarde mais personne ne parle. Comme si quelque chose les suivait. » George resta figé. L'enfant n'avait pas tort. Il nota mentalement de surveiller ce gamin, mais pas comme un suspect, plutôt comme un baromètre. Owen percevait les tensions avant tout le monde. La porte du commissariat s'ouvrit brusquement. David Weyers, le père d'Owen, entra, essoufflé. « Owen, je t'avais dit de rester près du magasin. » Le garçon pointa un voix vers George. « C'est lui qui m'a laissé entrer. » David lança un regard noir au shérif, mais George haussa les épaules, impassible. Owen n'avait pas décroché un mot à propos de Samantha, mais George voyait dans ses yeux qu'il savait. Les enfants devinent toujours plus qu'ils ne disent. David croisa les bras, le regard lourd. « Tu crois qu'on la retrouvera ?» Le silence qui suivit pesait plus que n'importe quelle réponse. George inspira profondément avant d'avouer « Je n'en sais rien ». Le grésillement de la radio retentit à nouveau, plus grave cette fois. « Shérif Lost, vous me recevez? C'est Mandis. On a un autre cas. » George attrapa le micro. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Josh Maddox, 8 ans à peine. Ses parents disent qu'il faisait du vélo près de Palmer's Bluff. Le vélo a été retrouvé, renversé sur le sentier, mais l'enfant, disparu.
George sentit son estomac se contracter. Une deuxième disparition en moins de 3 jours. David posa une main sur son épaule. « Tu veux que je vienne ?» George hocha la tête. « Oui. » Il n'avait plus le luxe d'attendre. La menace avait déjà commencé à se répandre. Le vélo rouge gisait au bord du chemin, intact, comme si simplement déposé là. À quelques pas de distance, des empreintes d'enfants menaient vers le lac et s'arrêtaient net. Une fois de plus. Le vent soufflait plus fort, l'air sentait la vase et le sel. George appela doucement. « Josh, c'est le shérif Lost, tu es là ?» Un craquement dans les broussailles. Les deux hommes se figèrent, et soudain, un petit garçon surgit de l'ombre, son sac à dos serré contre sa poitrine. Ses joues étaient couvertes de boue, ses yeux agrandis par une terreur que n'aucun mot n'arrivait à formuler. George avança doucement. « Josh, ça va mon garçon ?» Mais le garçon ne répondit pas, ses yeux fixés derrière eux, vers le lac. Alors, la surface se brisa, une silhouette noire, luisante, monta lentement hors de l'eau, une tête allongée, une mâchoire hérissée de dents trop pointues, des griffes qui labouraient la plage comme si elles cherchaient déjà leur proie. Josh recula d'un pas, David se plaça devant lui. Le shérif, lui, dégaina son arme, le souffle court. Un coup de feu claqua, puis un autre. Les balles frappèrent, mais la créature ne fléchit pas. Elle se contenta de sourire. Oui, sourire. Et si vous croyez encore que les règles peuvent sauver quelqu'un, vous vous trompez lourdement. Ce qui vit dans ce lac ne craint ni le métal, ni vos prières. Le silence après les détonations était assourdissant. Le bruit des vagues s'était comme étouffé, suspendu dans l'air. George garda son arme tendue, le doigt crispé sur la détente. David, lui, maintenait Josh derrière lui, une main ferme sur son épaule tremblante. La créature se tenait là, à moitié sortie de l'eau, ses écailles suintant d'un liquide noirâtre. Chaque goutte qui tombait dans le sable brûlait légèrement le sol, dégageant une odeur de fer rouillé. Son sourire n'avait rien d'humain, une grimace carnassière, étirée jusqu'aux tempes, révélant des rangées de dents fines comme des aiguilles. George tira de nouveau. 1 balle, 2 balles. Le bruit sec résonna à travers les falaises, mais l'entité ne broncha pas. Seule une vibration étrange parcourut sa peau, comme si les projectiles s'étaient désintégrés au contact. David murmura, sans quitter la bête des yeux. « Ce n'est pas possible. » Josh Blem lâcha enfin quelques mots d'une voix à peine audible. « Elle m'a parlé. » George se tourna brusquement vers lui. « Quoi? Qu'est-ce que tu as dit ?» L'enfant tremblait. Ses lèvres bleuies peinaient à articuler. Dans ma tête, elle me disait de venir. Elle disait que je serais en sécurité dans l'eau, que je verrais ma sœur. David blêmit. Ta sœur? Mais Josh, tu n'as pas de sœur. Les yeux de l'enfant s'écarquillèrent, emplis d'une peur incompréhensible. Si, maintenant, j'en ai une. Un rugissement guttural jaillit de la créature, et soudain le lac s'agita, des vagues s'élevant, sans vent. L'eau semblait obéir à sa volonté. George comprit qu'il n'avait aucune chance. « Courez !» hurla-t-il. David attrapa Josh et tous deux se précipitèrent sur le sentier. Le shérif tira encore, inutilement, avant de les suivre en arrière. Mais la créature ne les poursuivit pas. Elle resta immobile, les observant disparaître. Et chose plus terrifiante encore, elle souriait toujours. La nuit tomba vite sur Daggerland. Le bureau du shérif baignait dans une lumière jaune tremblotante. Mendes faisait défiler les clichés pris sur les lieux, le vélo abandonné, les empreintes menant au lac, les marques noircies sur le sable. Mais sur une photo, un détail glaçal sang de George. Derrière Josh, au loin dans l'eau, on distinguait clairement une silhouette dressée, trop grande pour être un homme. Les contours étaient flots, mais on devinait des bras allongés, disproportionnés, et ce visage déformé par un sourire blanc. Mendes posa la photo sur la table. « C'est quoi ça, George ?» Il inspira profondément. « J'en sais rien, mais ce n'est pas la première fois. » Elle fronça les sourcils. « Comment ça, pas la première fois ?» Le shérif s'appuya contre son siège. « Quand j'étais enfant, 3 disparitions avaient déjà eu lieu, exactement de la même façon. Pas de corps, pas de lutte, seulement ces traces qui s'arrêtent au bord du lac, et puis le silence. Mon père m'avait dit qu'il ne fallait jamais s'approcher de l'eau après la tombée du jour. À l'époque, je croyais à une légende, mais maintenant je sais que ce n'était pas une légende. » Il serra les poings. « Maintenant, je sais que ce n'était pas une légende. »
Alors que le silence retombait, la porte s'ouvrit doucement. Owen se tenait là, avec Kithéon, le visage grave. Je l'ai vu aussi. George fronça les sourcils. « Tu étais à Palmer's Bluff ?» Le garçon hocha la tête. « Pas physiquement. Mais je l'ai vue. Dans mes rêves. Elle me parle aussi. Elle dit que ce n'est pas une créature, qu'elle était humaine avant. » Mendes pâlit. « Humaine ?» Owen acquiesça, ses yeux brillants d'une étrange intensité. Elle dit que les gens du lac l'ont abandonnée et qu'elle reviendra chercher tous les enfants pour qu'ils ne soient plus seuls. George sentit la sueur froide couler le long de sa nuque. L'enfant n'avait pas l'air d'inventer. Ses mots résonnaient avec trop de justesse, comme s'il n'était qu'un messager. Cette nuit-là, le téléphone du poste sonna 3 fois. 3 familles différentes, 3 appels de panique. Des enfants. Encore. Des voix exédées, effrayées. « Mon fils ne dort plus, il parle avec quelqu'un dans ses rêves, il dit qu'une dame du lac l'appelle. » Chaque fois, George notait des adresses, les détails. Les points formaient un cercle invisible autour du rivage. La créature n'était pas seulement sortie de l'eau, elle avait commencé à entrer dans les maisons, dans les esprits. Le shérif ferma son carnet et fixa Mendes. Si elle était humaine avant, alors il doit y avoir une histoire. Quelqu'un doit le savoir. Elle murmura à la voix tremblante. « Et si cette histoire, George, c'était la nôtre ?» À ce stade, chers auditeurs, souvenez-vous que ce n'est que le commencement. Si vous voulez connaître l'origine de cette entité, abonnez-vous à Nuit d'horreur, car ce qui arrive ensuite dépasse tout ce que Daggerland atténue. La nuit pesait sur Daggerland comme un couvercle de plomb. Le vent qui soufflait depuis le lac portait une humidité glaciale, et chaque fenêtre fermée vibrait comme si une main invisible y frappait doucement. George Lost ne parvenait pas à trouver le sommeil. Assis dans son bureau, une lampe faible éclairant les pages jaunies de vieux registres municipaux, il cherchait des indices. Cela faisait 3 jours qu'il n'avait presque pas dormi. 3 jours qu'il tentait de comprendre ce que cette chose voulait, et surtout, d'où elle venait. Les dossiers d'archives étaient poussiéreux, couverts de taches d'encre et d'annotations oubliées. Pourtant, une phrase revenait sans cesse dans les documents les plus anciens. « La mariée du lac ». Il retrouva un article daté du 12 mai 1892, imprimé dans un journal local disparu depuis. Le papier craquait sous ses doigts. Le titre annonçait « Drame au bord du lac, une noce vire à la tragédie ». Le texte décrivait une cérémonie interrompue par une tempête soudaine. La mariée, Emily Harrow, 23 ans, aurait couru vers le rivage pour chercher son petit frère emporté par le vent. Mais ni elle, ni l'enfant ne furent jamais retrouvés. La légende raconte qu'Emily fut engloutie par les eaux, sa robe blanche aspirée par les profondeurs. Certains témoins affirmaient avoir entendu son cri résonner longtemps après la tempête, comme si le lac lui-même l'avait gardée prisonnière. George sentit son estomac se nouer. Une mariée, humaine avant. Ces mots d'Owen résonnaient de plus belle. Le lendemain, George se rendit dans une maison à l'écart, celle de Martha Walcott, l'une des doyennes du village. Une femme frêle, cheveux blancs relevés en un chignon, dont les yeux restaient vifs malgré l'âge. Elle l'accueillit dans un salon saturé d'odeurs de lavande et de vieux livres. « Je savais que vous viendriez », dit-elle sans préambule. Le shérif fronça les sourcils. « Vous saviez ?» Elle hocha la tête, caressant distraitement son chapelet. « Vous cherchez à comprendre le lac. Vous n'êtes pas le premier. Chaque génération a son lot de disparus, et chaque génération voit un homme en uniforme tenter d'arrêter ce qui ne peut pas l'être. » George serra la mâchoire. « Alors, dites-moi ce que vous savez. » La vieille femme soupira. « Emily Harrow. Elle était promise à un riche fermier, mais la veille du mariage, des rumeurs disaient qu'elle aimait en secret un autre homme, un marin sans avenir. Le jour des noces, la tempête a frappé. Certains disent qu'elle n'est pas tombée accidentellement dans l'eau, mais qu'elle s'y est y jetée, par désespoir. » Elle baissa la voix. « Le lac ne rend jamais ce qu'il prend. On raconte qu'Émilie s'est tranchée dans une fiancée d'ombre, condamnée à chercher sans cesse des âmes pures, des enfants, pour remplacer le frère qu'elle n'a jamais retrouvé. » George sentit son cœur s'alourdir. Chaque mot de cette histoire résonnait avec ce qu'il avait vu. La silhouette féminine, le sourire cruel, l'appel irrésistible entendu par Josh et Owen. « Pourquoi maintenant ?»
demanda-t-il d'une voix rauque. « Pourquoi revient-elle » Madame Walcott ferme les yeux. « Parce que l'oubli est pire que la mort. Tant que les habitants racontaient son histoire, Émilie errait dans les profondeurs, surveillant sans cesse. Mais aujourd'hui, plus personne ne se souvient d'elle. Pas un enfant ne connaît son nom. Elle revient parce qu'elle refuse d'être effacée. » Alors qu'il sortait de la maison, George sentit son téléphone vibrer. C'était Mendes, paniqué. « Shérif, vous devez venir immédiatement. Une autre famille, leur fille de 10 ans. Elle dit avoir vu une femme en robe blanche debout dans sa chambre au milieu de la nuit. » George s'immobilisa sur le perron, la gorge sèche. « Elle a disparu ?»« Pas encore, » répondit Mendes. « Mais elle dit que la mariée lui a promis qu'elle reviendrait ce soir. » De retour au commissariat, George griffonna nerveusement sur son tableau blanc. 1. Les enfants disparaissent toujours près du lac. 2. Les empreintes s'arrêtent net. 3. La créature parle dans leur esprit. 4. Elle prend l'apparence d'une mariée. 5. Elle promet de les emmener voir leur famille. David, assis en face, fixait les notes, le visage défait. « Alors, quoi, on doit empêcher tous les gosses de dormir ?» George passa une main sur son visage fatigué. « Non, on doit comprendre ce qu'elle veut vraiment. Tant qu'on ne saura pas, on ne pourra pas la combattre. » En fouillant à nouveau les archives, George trouva une autre mention dans une lettre jaunie conservée au fond d'une boîte. Elle évoquait une bague perdue dans le lac le jour du drame. Une alliance en or gravée d'une inscription « À jamais liés ». E et R. Émilie et Richard, le marin. George releva les yeux. Peut-être que cette bague était la clé. Peut-être que tant que l'alliance reste au fond des eaux, la mariée demeurait prisonnière de son serment. Mais comment descendre, là où l'eau est plus noire que la nuit ? La nuit suivante, Daggerland n'était plus seulement une ville assiégée par les murmures. Elle était devenue une proie. Le vent hurlait dans les arbres du rivage et la lune projetait sur l'eau un reflet blanchâtre qui ressemblait à un voile effiloché. Les habitants s'enfermaient tôt, barricadaient leurs portes, mais l'air lui-même semblait complice. Chaque craquement de bois, chaque ombre derrière une vitre prenait soudain une allure menaçante. À minuit passé, la petite Annabel Garrison se réveilla en sursaut. Sa chambre, habituellement éclairée par la veilleuse bleue posée sur sa table de chevet, baignait dans une lueur pâle venue de la fenêtre. Debout, immobile, une silhouette en robe blanche flottait dans le halo lunaire. « Viens, Annabel » souffla la voix, douce, maternelle. La fillette n'eut pas peur. Ses yeux pourtant brillaient d'une sorte d'hypnose. Elle glissa de son lit, pieds nus, sur le parquet et avança vers la fenêtre. Ses doigts tremblaient, mais pas de frayeur, d'impatience. Quand elle posa la main sur la poignée, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Sa mère surgit, les cheveux épars, le regard fou. « Annabel, non !» Mais l'enfant se retourna avec un sourire étrange. « Elle dit que je dois y aller. Elle dit que je vais voir Samantha. » La mère hurla, attrapa sa fille de toutes ses forces. L'ombre, en robe blanche, recula vers le jardin, traversant la vitre comme si elle n'existait pas, et dans son sourire figé, il y avait une promesse. « Je reviendrai. » Quelques minutes plus tard, le téléphone du poste de police retentit. George décrocha, la voix éraillée par la fatigue. « Shérif Lost ?»« C'est Hélène Garrison, ma fille. Elle a failli sortir. Elle disait qu'une femme l'appelait dehors. Je l'ai vue, George, je l'ai vue avec mes propres yeux. » George ferma les paupières, la gorge sèche. « Gardez toutes les lumières allumées. Ne la quittez pas des yeux. J'arrive. » Il raccrocha, enfila son manteau. Mais avant qu'il ne sorte, Owen, encore éveillé, l'arrêta. « Elle ne s'arrêtera pas, » dit-il calmement. « Ce soir, elle veut plus qu'un enfant. Elle veut un foyer entier. » Le shérif le fixa, glacé. « Comment tu sais ça ?» Owen baissa les yeux. « Parce qu'elle me l'a dit, dans mon rêve. » Arrivé chez les Garrison, George trouva la famille rassemblée dans le salon, recroquevillée sous la lumière crue des lampes halogènes. Les rideaux étaient tirés, mais à travers le tissu, une ombre blanche passait et repassait lentement, caressant la vitre du bout de ses doigts effilés.
La petite Annabelle fixait le rideau, hypnotisée. Ses lèvres bougeaient en silence, répétant un mot que George distingua enfin. « Sœur ». Soudain, toutes les fenêtres claquèrent en même temps. Le verre trembla, des fissures apparurent. La maison elle-même vibrait sous une force invisible. George dégaina son arme, mais au fond, il savait. Les balles ne serviraient à rien. Alors il cria, d'une voix ferme. « Emily Harrow, si tu veux quelqu'un, prends-moi !» Le silence retomba. L'ombre s'arrêta net. Et lentement, la silhouette se tourna vers lui, un sourire immense déchirant son visage noyé de brume. La mariée apparut cette fois à l'intérieur, pas par la porte, ni par les fenêtres brisées, simplement là, au milieu du salon. Sa robe traînait sur le sol, humide, laissant une flaque sombre derrière elle. Ses cheveux dégoulinaient, ses yeux vides fixés sur George. « Tu connais mon nom ?» souffla-t-elle d'une voix glaciale. Le shérif sentit ses jambes faiblir, mais il tint bon. « Oui, Emily, je sais qui tu étais. » Un rire strident emplit la pièce, pas d'une femme, mais d'un écho, comme si le lac lui-même riait à travers elle. « J'étais et je serai encore, tant que les enfants m'appellent, je reviendrai. » Elle tendit une main vers Annabelle. La petite avança d'un pas, malgré les bras désespérés de sa mère. George hurla « Non !» Et dans un geste de désespoir, il lança à la mariée la photo ancienne qu'il avait sortie des archives, celle d'Emily Harrow, en robe blanche, le jour de son mariage, souriante et humaine. La créature s'arrêta net. Son sourire vacilla, son visage se crispa. Ses yeux se voilèrent d'une lueur douloureuse. Pendant un instant fugace, Emily parut hésiter. Puis, dans un hurlement inhumain, elle disparut, laissant derrière elle seulement l'odeur de vase et d'eau stagnante. Annabelle éclata en sanglots dans les bras de sa mère. George, trempé de sueur, serra la photo contre sa poitrine. Il venait de comprendre quelque chose. Il y avait encore une part d'humanité dans cette chose, et c'était peut-être la seule faille qu'il pouvait exploiter. Owen, qui avait observé toute la scène en silence, s'approcha du shérif. « Elle a mal, dit-il simplement. Si vous trouvez sa bague, vous pourrez peut-être la libérer. Mais si vous échouez, alors elle prendra tous les enfants. » George le regarda longtemps. Ce n'était qu'un gamin, mais ses paroles sonnaient comme une prophétie. Le matin qui suivit l'attaque des Garrison n'apporta aucun répit. Le soleil, pourtant bien présent, semblait incapable de percer la brume lourde qui stagnait au-dessus du lac. Les habitants de Daggerland avaient désormais compris qu'ils ne pouvaient plus se réfugier derrière leurs vieilles habitudes. La mariée ne restait plus confinée à l'eau, elle franchissait les murs, pénétrait les rêves et ses promesses sucrées d'éternité séduisaient les enfants un à un. Dans son bureau, George fixait la photo d'Emily Harrow. Le visage doux de la mariée contrastait si violemment avec la créature qu'il avait affrontée qu'il en avait presque le vertige. Derrière lui, Mendes filait 100 pas. « On ne peut plus attendre, George. La prochaine fois, elle ne repartira pas les mains vides. »« Je sais, » répondit-il. David entra, accompagné d'Owen et de son chien Kaiteon. Son visage portait les marques d'une nuit blanche. « Tu as trouvé quelque chose ?» demanda-t-il. George posa sur la table la lettre jaunie qu'il avait retrouvée dans les archives. L'inscription gravée dans l'Alliance. « À jamais liés. E et R. » Si cette bague est encore là, au fond du lac, c'est peut-être la clé. Si on la récupère, on pourrait, je ne sais pas, la libérer. Mendes fronça les sourcils. Et si, au contraire, ça la rendait plus forte ? Un silence pesant s'abattit. La vérité, c'était qu'il n'avait aucune certitude, mais il n'avait plus d'option non plus. En fin d'après-midi, ils se retrouvèrent au poste de secours nautique. Le vieux hangar sentait la rouille et l'essence. Des combinaisons de plongée poussiéreuses pendaient au mur. George en saisit une, la secoua, elle tenait à peine. « C'est tout ce qu'on a ?» souffla-t-il. David vérifiait le matériel, de lampes étanches, une vieille corde, un harpon de pêche abandonné. Rien de professionnel. Juste de quoi plonger, pas de quoi affronter une entité. Owen les observait en silence. À ses côtés, Kaiteon grognait faiblement, comme s'il sentait déjà le danger. « Vous ne reviendrez peut-être pas ?» dit calmement l'enfant. George posa une main sur son épaule.
Alors, c'est toi qui devras raconter ce qui s'est passé ici. Compris ? Owen hocha la tête. À la tombée du soir, ils mirent leur petit bateau à l'eau. Le lac, d'un noir d'encre, avalait les reflets du ciel comme une gueule béante. Aucun souffle de vent. Le silence était absolu. George enfila son masque, ajusta la lampe. Mendes, elle, vérifia la corde. « Si tu tires 3 fois, on te remonte. » Il acquiesça. David s'approcha, le regard grave. « Je descends avec toi. » George hésita, puis hocha la tête. Mieux valait ne pas plonger seul. Et d'un geste brusque, ils basculèrent dans l'eau glaciale. La morsure du froid fut immédiate. George sentit son souffle s'accélérer, mais il força son corps à obéir. Sa lampe découpa un cône de lumière dans l'obscurité. Le sable se fit vite bout et lava s'élevait en nuages opaques au moindre mouvement. À une dizaine de mètres de profondeur, la lumière s'affaiblissait déjà. Autour d'eux, le noir devenait palpable. David, à ses côtés, pointa soudain du doigt. Un éclat métallique. Ils s'approchèrent. Là, à moitié enfouie dans la vase, gisait une alliance d'or ternie. L'inscription était encore visible malgré les années. À jamais liés, E et R. George tendit la main, ses doigts tremblants frôlant le métal. Et alors, le sol se mit à vibrer. Un grondement sourd monta des profondeurs. La vase s'éleva en colonne épaisse, obscurcissant totalement la lumière, et dans ce chaos, une silhouette immense émergea de l'ombre. Émilie. Mais cette fois, elle n'avait plus rien d'humain. Son voile traînait sur plusieurs mètres comme une traîne interminable de ténèbres. Ses yeux, de lueur blanchâtre, illuminaient l'eau. Elle ouvrit la bouche, et même sous l'eau, ils entendirent sa voix. « Vous ne m'arrêterez jamais. » David recula, paniqué. George agrippa la bague, l'arracha de la vase, la créature hurla et tout le lac sembla trembler. Des mains translucides surgirent du sol, attrapant leurs chevilles, leurs bras, tirant, griffant. Des visages d'enfants noyés se dessinaient dans la vase, leurs bouches grandes ouvertes. George tira la corde, désespéré. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Leurs corps furent tapés vers la surface. L'air manquait, leurs poumons brûlaient. Derrière eux, Émilie s'élevait gigantesque, son voile s'étendant comme une nuée de fumée. Ils jaillirent enfin à la surface, haletants. Mendes et Owen les hissèrent dans le bateau. George serrait la bague contre lui comme un trésor maudit. Mais alors qu'ils reprenaient leur souffle, l'eau se souleva. Des vagues colossales nirent du néant, et au centre, la silhouette de la mariée, debout, hors de l'eau. Ses yeux brillaient comme de lune morte. « Vous m'avez volé. Rendez-la-moi, ou je prendrai tout ce que vous aimez. » Le bateau tangua violemment. Owen, les yeux grands ouverts, hurla. « Elle ne veut pas seulement la bague. Elle veut qu'on se souvienne d'elle. » Le retour au rivage fut un cauchemar éveillé. Le bateau brinque-ballait dans des vagues démesurées, comme si le lac entier cherchait à les engloutir. George serrait la bague dans son poing fermé, le métal glacé imprimant sa peau. À chaque fois qu'il la regardait, il croyait entendre un murmure, une voix douce mais insistante réclamant « Rends-la-moi ». David, haletant, s'agrippait au bord. « George, si cette chose est liée à l'Alliance, tu crois qu'on peut s'en servir contre elle ? Ou c'est elle qui se sert de nous ?» répondit-il, le visage blême. Owen, recroquevillé au fond du bateau, fixait l'eau d'un regard absent. « Elle ne veut pas seulement la bague, » dit-il. « Elle veut être reconnue. Tant qu'on ne dit pas son nom, elle prendra des enfants. » Mendes leva les yeux vers George. « Alors quoi, on organise une messe ? On crie son histoire sur la place du village ?» Personne n'eut le temps de répondre. Au moment où ils atteignirent le port, le lac éclata littéralement. Une vague monstrueuse, haute comme une maison, s'éleva et s'abattit sur les quais. Les bateaux amarrés furent projetés comme des jouets. Des cris résonnèrent. Des familles, réveillées en pleine nuit, fuyaient dans les rues. Et au centre de la tempête, Émilie. Sa silhouette gigantesque s'élevait au-dessus de l'eau, son voile se déployant comme une nuée d'ombre qui s'étendait sur les toits. Chaque fil de tissu noir s'infiltrait dans les ruelles, frappant aux fenêtres,
caressant les portes, cherchant à entrer. Les lampadaires explosèrent un à un. La ville entière plongea dans l'obscurité. George courut à travers Main Street, ses bottes éclaboussant l'eau déjà montée jusqu'aux chevilles. Les habitants hurlaient, certains se barricadaient, d'autres couraient vers l'église. Les enfants, eux, semblaient étrangement attirés vers le rivage, comme des somnambules. « Reculez !» cria le shérif, tentant de bloquer leur passage. Mais plus il leur criait, plus leur visage restait vide, hypnotisé. Une petite fille chuchotait « Elle dit que je dois venir. Elle dit que je serai sa sœur. » David et Mendes tentaient de retenir les familles, de pousser les gens vers les hauteurs. Mais chaque fois qu'ils reculaient, la mariée avançait, inévitable. Puis, dans un grondement sourd, sa voix résonna à travers toute la ville. Pas une voix humaine, un écho immense sortit des profondeurs. « Vous m'avez oublié, vous m'avez laissé seul dans l'eau, maintenant je prendrai ce que vous aimez le plus. » Les vitres explosèrent, les toits tremblèrent, des bras translucides jaillirent des flaques d'eau, attrapant les chevilles des enfants, les tirant avec une force surnaturelle. Les cris déchiraient la nuit. George brandit la bague, désespéré. La lumière des éclairs sembla se concentrer dessus, faisant scintiller l'or terni. La mariée s'arrêta net. Ses yeux blanchâtres se fixèrent sur lui. « À moi », souffla-t-elle. Alors que George vacillait, Owen s'avança, Kitteon à côté de lui. Ses yeux d'enfant brillaient d'une intensité étrange. « Emily Harrow !» cria-t-il. « Tu étais une sœur, une amante, une fille de cette ville. Tu n'es pas qu'un monstre. » Le silence tomba brutalement. La pluie elle-même semblait suspendre sa chute. La mariée le fixa, son voile battant comme une voile percée. Pendant une seconde, son visage changea. Les traits monstrueux s'effacèrent, laissant apparaître une jeune femme trempée, le regard perdu. Mais cette image fragile se fissura aussitôt. Le hurlement qui suivit fit vibrer toute la terre. « Non, vous m'avez trahi, vous m'avez laissé mourir seul dans l'eau. Maintenant je prendrai ceux que vous aimez le plus. » Le lac s'ouvrit comme une gueule béante, prête à engloutir toute la ville. George sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Il n'avait qu'une seconde. La bague pesait dans sa main comme un jugement. Fallait-il la rendre, obéir à sa volonté, ou la briser, couper le lien une fois pour toutes? « George !» cria Mendes. « Qu'est-ce que tu attends ?» Le shérif leva l'alliance, ses doigts tremblants. Emily hurlait, ses yeux déversant une lumière blanche aveuglante. Tout Daggerland semblait suspendu à ce geste. Le temps semblait suspendu. George, debout au milieu de la rue inondée, tenait la bague levée au-dessus de sa tête. Autour de lui, Daggerland tremblait sous la fureur de la mariée. Les toits s'effondraient, les lampadaires crachaient des étincelles, et les cris des enfants hypnotisés résonnaient comme une litanie funèbre. Emily, gigantesque et spectrale, dominait la ville, ses bras allongés se déployant comme des ailes de ténèbres. Son voile s'abattait sur les maisons comme une pluie de cendres. Ses yeux, deux disques laiteux, ne quittaient pas George. « Donne-la-moi », souffla-t-elle, et l'air vibra au point de faire éclater les vitres encore debout. George tremblait. Tout en lui criait de céder, de rendre la bague, d'en finir. Ses doigts brûlaient, comme si l'or ancien cherchait à se libérer. Mais au fond de lui, une voix insistait. « Si tu lui rends, elle prendra encore, rien ne l'arrêtera. » David surgit à ses côtés, l'eau jusqu'aux genoux. « George, tu ne peux pas lui donner ça, on perdra tous nos enfants. » « Et si c'était la seule façon de la calmer ?» répliqua George, la gorge sèche. Mendes criait derrière eux, tenant un petit garçon qui tentait de se jeter vers le lac. « Elle ne veut pas la paix, elle veut qu'on partage sa douleur. » Alors, Owen s'avança, frêle silhouette d'enfant, Kitteon grondant à ses côtés. La pluie s'écrasait sur son visage, mais ses yeux brillaient d'une résolution glaciale. « Elle ne veut pas la bague, » dit-il d'une voix claire. « Pas vraiment. Elle veut qu'on se souvienne d'elle. »
Tous se tournèrent vers lui. George, haletant, serra plus fort l'alliance. « Owen, comment tu sais ça ?» L'enfant leva le menton. « Parce qu'elle me parle encore. Mais je ne suis pas comme les autres. Elle ne peut pas m'emmener, alors elle m'a montré. Sa colère, son amour, sa perte. Elle veut être reconnue, pas oubliée. » Émilie hurla, un cri inhumain qui fit vibrer les vitres jusqu'à les pulvériser. Des dizaines de mains translucides jaillirent du sol, attrapant les jambes des enfants, les tirant vers l'eau. Les mères hurlaient, les pères frappaient ses bras fantomatiques en vain. George leva la bague. Une lumière étrange jaillit, pulsant comme un cœur. L'éclat repoussa brièvement les ombres, mais Émilie redoubla de rage. « À moi !» tonna-t-elle, et le lac s'ouvrit, une fissure béante prête à avaler la ville entière. George comprit alors. Il n'avait que 2 choix, la rendre et risquer de perdre tout d'Agarland, ou la détruire et couper le lien, même si cela condamna à jamais l'âme d'Émilie. Ses doigts serrèrent l'or. La voix de l'entité hurlait dans son esprit. Avec un cri guttural, George brandit la bague et l'écrasa sous sa botte contre le bitume inondé. Un fracas assourdissant retentit, comme si la terre elle-même se brisait. La bague éclata en fragments d'or qui se consumèrent aussitôt dans une lueur aveuglante. Émilie hurla, un cri d'agonie qui fit trembler les falaises. Son corps immense se tordit, son voile se déchira en milliers de lambeaux qui se dispersèrent dans l'air comme une pluie de noir. Ses yeux, 2 disques laiteux, redevinrent ceux d'une jeune femme. Ses lèvres murmurèrent faiblement. « Richard !» Puis, tout effondra. Le lac retrouva soudain son calme. L'eau cessa de bouillonner. Le vent tomba. Les mains translucides disparurent, libérant les enfants qui, hébétés, éclatèrent en sanglots dans les bras de leurs parents. George s'effondra à genoux, trempé, brisé. La lumière des éclairs révéla son visage ravagé par la fatigue. Il avait gagné, ou du moins survécu. David posa une main sur son épaule. Tu as fait ce qu'il fallait. Owen, immobile, fixait encore le lac. Elle est partie, mais pas complètement. Elle reviendra si on l'oublie encore. George le regarda, frissonnant. L'enfant avait raison. La légende devait désormais être racontée, encore et encore. Sinon, l'oubli raviverait à nouveau la mariée du lac. Les jours suivants, Daggerland retrouva un calme fragile. Le soleil reparut, les enfants jouèrent à nouveau dans les rues, mais un silence persistant planait sur les conversations. Personne n'osait vraiment évoquer ce qui s'était passé. Chacun avait vu quelque chose, mais tous redoutaient de l'admettre à voix haute, comme si prononcer la vérité risquait de la ramener. George Lost marchait chaque matin le long du rivage. Ses bottes s'enfonçaient dans le sable humide et son regard se perdait dans l'horizon. Le lac semblait apaisé, mais il savait. Sous cette surface lisse reposaient des siècles de secrets, de douleurs, et cette présence qui ne disparaîtrait jamais totalement. Mendes avait quitté son uniforme. Elle n'avait pas supporté la vision des enfants happés par ses bras translucides. « Je veux oublier », avait-elle dit avant de partir. David, lui, resta. Il aida les familles, organisa des veillées, parla aux survivants. Mais dans ses yeux brûlait toujours la peur. Owen demeurait le plus mystérieux. L'enfant ne parlait que peu, mais parfois, au détour d'une phrase, ses mots sonnaient comme des prophéties. « Elle n'est pas partie », répétait-il, « elle nous regarde encore. » Même Kitéon semblait le savoir. Chaque nuit, le chien se postait face au lac, grondant doucement, comme s'il flairait une ombre invisible. Un soir, George retourna voir Madame Walcott. La vieille femme l'accueillit avec son regard clair, presque triste. « Vous avez détruit la bague, » dit-elle simplement. « Je n'avais pas le choix, » répondit-il. Elle hocha la tête. « Oui, vous l'avez libérée de son serment, mais vous l'avez aussi condamnée à n'être plus qu'une ombre de douleur. Elle reviendra, un jour ou l'autre, et ce jour-là, ce ne sera pas une bague qui l'arrêtera. » George sentit un frisson parcourir son dos. Alors,
Que devons-nous faire » Elle posa une main ridée sur la sienne. « Racontez son histoire. Ne laissez pas son nom s'effacer. Tant qu'on se souvient d'elle comme une femme, pas seulement d'un monstre, elle restera faible. L'oubli est son arme. La mémoire doit être la vôtre. » Cette nuit-là, George retourna une dernière fois au bord du lac. La lune se reflétait sur l'eau noire. Dans le silence, il crut entendre une voix doucement, comme un souffle. « Richard !» Son cœur se serra. Peut-être que derrière la haine, il restait encore une part d'amour, une part qui ne s'éteindrait jamais. Il tourna les talons et repartit. Il savait désormais que Daggerland vivrait toujours avec une ombre, une mariée sans repos, une légende qui n'attendait que d'être oubliée pour renaître. La caméra s'attarde sur le lac paisible, puis sur le reflet de la lune qui se transforme lentement en un voile effroché. L'écran devient noir. Et vous, croyez-vous que la mariée d'Emilie Arrow est vraiment partie, ou attendez-vous simplement le jour où elle reviendra réclamer un nouveau serment? Si vous voulez connaître d'autres histoires oubliées, d'autres ombres qui hantent les rivières et les maisons, abonnez-vous dès maintenant à Nuit d'horreur, car chaque légende que l'on tait finit toujours par frapper à votre porte.